Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, nouvelle leçon toujours dans le cadre des leçons présentées à distance. Nouvelle leçon d'étude de texte, très importante puisqu'il s'agit de la scène que tout le monde attend, la scène la plus longue, les chants centrales dans l'œuvre de Jean Anouilh, Antigone. Commençons donc, sans plus attendre, la lecture-analyse de la scène entre Antigone et son oncle Créon. Toujours pour arriver à comprendre le contenu de la leçon, une lecture du texte s'impose. Veuillez donc lire le texte de la page 64 à la page 94. Donc, première des choses, nous allons essayer de situer le passage dans l'œuvre. Bien sûr, il s'agit de la 10e scène. La dernière fois, nous avons travaillé la scène entre Antigone et Aimant, où Antigone annonce à Aimant la rupture de leur relation après l'avoir fait jurer de ne pas réagir à sa décision et après s'être assuré que Aimant l'aime. Par la suite, Ismène tente pour la dernière fois de dissuader sa sœur, mais en vain. Antigone, qu'est-ce qu'il dit? C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Donc, ici avec cette scène, nous avons la fin de l'exposition de l'action, la fin de la présentation de l'histoire et le début du nœud du problème de l'histoire. Notamment avec cette scène du garde Jonas et Créon. Alors, le garde Jonas, dans une scène qui est très comique, informe Créon que quelqu'un a tenté de recouvrir de terre le cadavre de Polynice. Créon pense qu'il s'agit d'un complot préparé par l'opposition et les amis de Polynice. C'est à ce moment-là que nous avons l'entrée du chœur qui vient annoncer le vrai début de la tragédie. La tragédie, pour lui, est une machine bien huilée qui se déroule toute seule. Donc ici, vous avez une scène, une longue réplique, une tirade du chœur dans lequel il essaye d'expliquer la différence qu'il y a entre le drame et la tragédie. Et nous fait savoir, par exemple, que le drame, c'est là où il y a le bien et le mal, et que le bien l'emporte toujours sur le mal, alors que pour la tragédie, il s'agit d'une machine qui n'a pas besoin de définir où est le bien, où est le mal, et qui est bien huilée, qui se déroule toute seule, n'a pas besoin de motivation. Il faut juste observer les choses se passer, et ça va donner des scènes tragiques, comme ici par exemple, ce qui va se passer après cette scène du cœur. Alors, c'est là que commence notre scène, la situation de communication. Antigone est entrée, poussée par les gardes. Créon et Antigone parlent de l'enterrement de Polynice. C'est l'oncle qui mène le dialogue et se montre compréhensif. Il est attentionné envers sa nièce. Quelques passages de ce long échange que je vous invite à lire, bien sûr. Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines et que je ne le voudrais pas. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Je ne veux pas comprendre, c'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Vous me dégoûtez avec votre bonheur. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Donc, nous avons ici, dans cette scène de personnages, ce qu'on peut même appeler deux antagonistes, deux personnages que tout oppose, que ce soit au niveau du caractère ou de la mission ou la quête dans la vie. Alors, nous avons d'un côté Créon, il est ouvert au dialogue, il est protecteur, compréhensif, fort, et c'est un homme politique qui agit selon les règles. Tout cela, nous le comprenons à travers l'échange qu'il y a eu entre les deux. Le double rôle de Créon. Il faut savoir qu'à la fois, Créon ici a le rôle du père, a le rôle de l'oncle, mais il a aussi le rôle de roi. Et nous voyons dans l'échange un va-et-vient entre les deux rôles, notamment au début où il est protecteur, où il veut même étouffer l'affaire, quitte à faire disparaître les trois gardes qu'il a demandé
euh, à garder le secret. Alors, de l'autre côté, nous avons Antigone, que nous avons déjà découvert, mais qui continue avec son caractère. Il est déterminé, orgueilleuse, courageuse. Je n'aurai pas du courage éternellement, donc courageuse juste pour l'instant. Têtu, il ne fait qu'à sa tête. Pour Créon, Antigone est encore une enfant. Tu es trop mignonne, ma petite fille. Il la compare même à un moineau. Il lui rappelle les bons souvenirs du passé. C'est moi qui t'a fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Donc ici, il y a cette relation qu'il y a entre l'oncle et sa nièce. Et nous passons donc à comprendre davantage cet affrontement entre Antigone et Créon. Le passage tourne bien sûr autour de l'enterrement de Polynice. En effet, on trouve les références suivantes. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Pour aller enterrer mon frère, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres? C'est le champ lexical de l'enterrement. Donc c'est un peu le sujet central qui mène vers d'autres discussions entre les deux. Nous avons d'un côté Créon avec ses oui et Antigone avec ses non. Antigone est complètement possédée par ses devoirs à sa famille pendant que Créon, lui, se donne plus de peine pour la communauté. Après leur affrontement, il souffre, nous allons voir ça. Antigone se montre idéaliste et inflexible, ce qui traîne ou ce qui entraîne sa mort. Donc, pour Antigone, pourquoi il faut enterrer Polynice? Enterrer Polynice est un devoir, et il ne cesse de le répéter, je le devais. C'est un devoir religieux. Ceux qu'on enterre ne vont pas errer, ou ceux qu'on enterre, pardon, vont errer éternellement. Donc c'est un devoir religieux puisque ceux qu'on enterre vont monter au ciel au lieu de errer et de rester juste comme ça autour de nous. Donc pour ne pas errer éternellement. Alors, ici il y a aussi un devoir fraternel, c'était mon frère. Donc ce sont un peu les trois arguments que Antigone utilise pour motiver ou pour expliquer son enterrement de Polynice, puisqu'il a été arrêté par les gardes en train de mettre avec sa pelle de la terre sur le cadavre de son frère. Alors pour Créon, il ne faut pas enterrer Polynice, puisque la loi interdit d'enterrer Polynice, je l'avais interdit, proclame l'édite. Il utilise le champ lexical de la loi. Polynice a trahi son peuple. On connaît bien l'histoire expliquée par Prologue au début. Et c'était un révolté et un traître. Et il va même, à un moment donné, utiliser des arguments pour dévaloriser et Polynice et Théocle. Ça veut dire que les deux frères ne méritent pas ce que leur sœur est en train de faire pour eux. Les deux antagonistes sont en conflit, ils ne sont pas d'accord et donc la tonalité ou le registre du texte est polémique. En effet, on trouve beaucoup d'opposition. Je le devais, je l'avais interdit. D'un côté, Antigone qui dit qu'elle le devait, alors que pour Créon, je l'avais interdit. Vous vous trompez, j'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. Alors, dans ce passage, dans cette scène, il y a une idée centrale, c'est l'idée du pouvoir représenté par Créon, qui est en même temps l'oncle d'Antigone. Et on sait bien avec ce qui va arriver par la suite, c'est que le pouvoir l'emporte sur l'émotionnel ou sur la famille. Alors, le pouvoir, selon Créon qui est un roi sans histoire, un roi même malgré lui, puisque comme on l'explique dans Prologue, c'est quelqu'un qui va laisser toute sa vie basée sur la musique, les livres, pour endosser, pour être obligé de devenir le roi de Thèbes après la mort des deux frères. Le pouvoir, pour Créon donc, est une charge. Le pouvoir ne procure à Créon aucune forme de bonheur, ni de satisfaction, pas même celle du devoir accompli. Créon présente le pouvoir comme un fardeau qui lui revient, et il est obligé de l'avoir. Pour Créon, l'exercice du pouvoir s'oppose à son bonheur, l'oblige à se salir les mains, l'oblige à exercer une activité qu'il n'a pas choisie,
et l'accable à la fin de la pièce en raison des conséquences de ses actes. Il est obligé de devenir roi et de rester roi. Créon est l'homme qui a accepté d'exercer le pouvoir. L'homme qui a dit oui, comme il l'a dit dans la scène. Créon ne prend pas plaisir à exercer le pouvoir. Il s'agit pour lui d'un métier comme tous les métiers. Donc, il est obligé de travailler ainsi. Et Créon aurait autant aimé ne pas avoir à exercer cette fonction, comme l'a expliqué un peu prologue au début. Alors, pour un peu résumer tout ce qu'on vient de dire, pour un peu résumer un peu toute la scène, nous avons ici un face-à-face, si l'on peut dire, à 4 étapes. Cela commence par quoi? Cela commence par Créon qui veut sauver sa nièce. Il est prêt, comme on a dit, à étouffer l'affaire, à faire disparaître les gardes et à faire oublier toute l'histoire. Mais Antigone est têtue et déterminée, c'est-à-dire qu'il explique que c'est son devoir de faire ce qu'il a fait et qu'il va continuer à le faire, même si son oncle va essayer d'étouffer l'affaire. Durant ce face-à-face, Créon tente de sauver Antigone en produisant des arguments, il n'arrive pas à la convaincre. Et Antigone assure que même s'il avait été une servante, pas une princesse, il aurait agi de la même façon. Donc Antigone, donc ici, est têtue et déterminée. Créon reproche à Antigone son orgueil, tu es l'orgueil d'Œdipe qu'il a hérité de son père. Pour Antigone, l'enterrement de Polynice est un devoir non seulement religieux et familial, mais également personnel. C'est sa vocation, c'est sa raison d'être maintenant. Créon emploie la violence, c'est à ce moment-là que nous passons à la 3e étape du face-à-face, où Créon va jouer au roi et explique ce qu'est le pouvoir, ce qu'on vient d'expliquer avec l'idée du pouvoir. Donc Créon va employer la violence, croyant faire abandonner Antigone. Alors, et à ce moment-là que nous passons à une autre étape. Antigone reproche à Créon d'avoir accepté le métier de roi et lui fait savoir qu'il a peur d'être obligé de la faire mourir. Créon avoue à Antigone que même, et c'est là que Créon va essayer d'expliquer à sa nièce que ses frères ne méritent pas tout ce qu'il est en train de faire pour eux. Alors, que même Éthéocle était un traître, qu'il allait tuer son père. Par ailleurs, il ne sait même pas s'il a enterré Polynice ou Éthéocle, ce qui est drôle, parce qu'à un moment donné, il explique que peut-être qu'il a enterré Polynice, peut-être qu'il a enterré Éthéocle, parce que les deux cadavres étaient méconnaissables. Donc à la fin, il a ordonné à ce qu'on enterre un cadavre, et c'est celui de Éthéocle, et qu'on va laisser l'autre sans enterrement au chacal et au vautour, et il ne sait même pas si c'est Polynice ou pas. Et Antigone semble déstabilisé, c'est à ce moment-là qu'il a même arrivé à la convaincre. Mais le problème, c'est qu'il veut remonter dans sa chambre, et à ce moment-là que Créon va commettre une erreur, c'est qu'il va employer le mot bonheur. Et c'est à ce moment-là que nous avons la fin de l'échange. Et là, Créon va dire la vie, c'est le bonheur. Il s'oppose à ce moment-là, Antigone va s'opposer à cette idée et va s'opposer à la conception de Créon pour le bonheur. Il refuse la conception du bonheur et de la laideur selon Créon et le provoque en l'appelant cuisinier parce que lui-même, il avait fait la métaphore ou l'explication, la comparaison par rapport au cuisinier, faisant référence au métier de cuisinier pour expliquer un peu l'idée du pouvoir. Il s'oppose à la conception de Créon pour le bonheur, et il va refuser même ce bonheur, même s'il est, il est basé sur son amour pour Aimant. C'est à ce moment-là qu'il rejette et sacrifie son amour pour Aimant. Il refuse de se taire parce qu'à ce moment-là, à chaque fois qu'il monte dans le temps de l'échange, son oncle va lui demander de se taire. Mais il refuse de se taire et il accepte même de mourir en lui demandant à la fin d'ouvrir les portes et de faire entendre sa voix à tout le monde qu'il est prêt à mourir pour son acte. Et c'est à ce moment-là que Ismène va entrer et que la scène va prendre fin. Voilà. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi.
Rendez-vous plus tard dans une nouvelle vidéo et à très bientôt. Je vous remercie encore.